Bonsoir tout le monde, salam alaikum jama'a. Donc, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue et surtout on remercie notre ami Mathurin qui a répondu favorablement à notre invitation, à notre demande. Donc, il est avec nous pour une deuxième fois. Si vous vous rappelez, il a déjà fait une conférence pour la première session sur le game control du jeu. Aujourd'hui aussi, il va nous présenter, il va partager avec nous aussi une séance qui est très importante, c'est la philosophie de l'arbitrage. Donc, donc, je vous souhaite la bienvenue à tout le monde. Dans ce cas, je vais faire une petite présentation sur notre ami Mathurin. Alors, voilà, dans ce cas, donc aujourd'hui, c'est la quatrième séance de la deuxième session sur ce webinaire. Donc, notre ami Mathurin Guesson, il est de nationalité ivoirienne, il est de la Côte d'Ivoire. Il est âgé de 52 ans, il est encore jeune, il peut encore donner même sur le terrain. Marié, 3 enfants. Expérience professionnelle au niveau de la Fédération ivoirienne de basketball. Il est instructeur au niveau de la Fédération ivoirienne de basketball. Il est aussi responsable des arbitres, tout ce qui est l'arbitrage au niveau de la Fédération ivoirienne et tout ce qui est lié aussi à la formation et l'évolution et le suivi des arbitres au niveau de la Fédération ivoirienne de basketball. Arbitre de basketball, M. Mathurin au niveau local, c'était au niveau de son pays en Côte d'Ivoire. Il a été arbitre depuis 1990, c'est-à-dire que déjà vous faites le calcul, le nombre d'années qui est créé dans ce terrain, c'est plus de 30 ans qui est dans le terrain, donc il a commencé l'arbitrage en Côte d'Ivoire en 1990. Au niveau international, vous le savez que M. Mathurin a sillonné pratiquement toute l'Afrique. Il a plus de centaines de matchs de haut niveau à son actif. Donc, il est international depuis 1997. Et aussi, il a arbitré une finale Afro-Basket Homme en 2015, celle qui s'est déroulée en Tunisie en 2015. Et aussi, il a arbitré la finale Afro-Basket Dame en 2006. Dans ce cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre ami Mathurin a sillonné pratiquement toute l'Afrique. Il a à son actif, je dirais, plus de 100 matchs de haut niveau, c'est-à-dire que le championnat international, l'Afro-Basket, etc., d'un très bon niveau. Aussi, il est instructeur FIBA Level 1 et ce depuis 2020. Il est devenu instructeur FIBA. Et dans ce cas, c'est pour cette occasion aussi qu'il va nous partager aujourd'hui ce sujet. On lui souhaite la bienvenue et je vous dis bon courage, M. Mathurin. À vous la parole. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, cher public. Bonsoir, cher Kamal. Je suis avec vous ce jour pour évoquer un thème très important, un thème central, la philosophie de l'arbitrage. En fait, parler de philosophie de l'arbitrage, c'est parler de l'arbitrage, c'est parler de la manière d'arbitrer. Donc, nous allons aborder ce thème-là qui est très important à mon sens. C'est par ce thème-là, c'est par la bonne appréhension de la philosophie de l'arbitrage qu'on pourra dire qu'un arbitre est bon ou pas bon. Donc, tout se résume dans un match à la philosophie de l'arbitrage. Quelle est la philosophie de l'arbitrage? Quelle est la philosophie d'arbitrage de celui qui est sur le terrain? Sa philosophie est-elle conforme à l'esprit et aux règles du jeu? C'est toute la problématique, ça. S'il n'a pas une bonne philosophie d'arbitrage, naturellement, il ne sera pas compris. Donc, il est bon qu'un arbitre développe une excellente philosophie d'arbitrage. Mais il ne développe pas une philosophie propre à lui. La philosophie de l'arbitrage doit être conforme au règlement et à l'esprit du règlement. Il y a la règle et il y a son esprit. Donc, il faut comprendre la règle, mais pas seulement la règle. Il faut comprendre l'esprit de la règle. Et c'est ça qui fait la différence. Donc,
Qu'est-ce que la philosophie de l'arbitrage? Qu'est-ce que En introduction, on va essayer de définir ce que c'est que la philosophie de l'arbitrage. La philosophie de l'arbitrage, de manière générale, c'est la manière de juger, votre manière de juger, la constance dans les critères d'appréciation. Il ne s'agit pas d'apprécier en début de match d'une manière et puis à la fin une autre manière. Si vous le faites, vous n'avez pas une bonne philosophie d'arbitrage. C'est dans la constance qu'on voit la philosophie d'arbitrage. Votre jugement est-il conforme aux règles et à son esprit? Voilà. Vous n'inventez pas. Vous devez vous conformer à un règlement, l'appliquer. Voilà. Scrupuleusement, dans sa forme, dans son fond, dans son esprit. Voilà. Le jugement doit être constant dans l'application des règles du jeu et son interprétation. Tout à l'heure, j'ai parlé de la constance. Ça doit être constant. Si vous n'êtes pas constant, vous ne serez pas compris parce que vous jugez, vous avez des jugements à géométrie variable. Donc, vous ne serez pas compris. Vous n'aurez donc pas une bonne philosophie. Cette philosophie d'arbitrage vous permet d'avoir le jeu sous contrôle parce qu'il y a une certaine constance dans l'application des règles. Il y a une certaine régularité dans l'application des règles. Donc, vous avez le jeu sous contrôle. Les joueurs vous comprennent, les entraîneurs vous comprennent parce que votre jugement se fait conformément au règlement et à son esprit. Et ce jugement-là ne doit pas être un jugement systématique. Ce jugement doit permettre la fluidité du jeu. Oui, parce que le basketball doit être agréable. Le jeu doit être agréable. Mais si votre jugement est fait de telle sorte que le jeu est haché, qu'à chaque remontée de balle, il y a un coup de sifflet, en ce moment-là, votre philosophie n'est pas bonne. Vous devez adapter votre manière de siffler aux acteurs qui sont là en présence, de sorte à ce que le jeu soit fluide. Parce que les spectateurs ne sont pas venus pour regarder un match qui sera arrêté chaque 2 secondes par les arbitres, parce qu'il y a telle ou telle violation, telle ou telle faute. Voilà. Donc, votre manière d'apprécier là doit pouvoir permettre une certaine fluidité, un jeu agréable. Tout ça, ça rentre dans la philosophie de l'arbitrage. Et l'arbitre, un bon philosophe, doit tenir compte des acteurs en présence pour pouvoir faire le jugement qu'il faut afin que le jeu se termine dans un bon esprit, l'esprit fair play. Alors, comment avoir le bon critère d'appréciation? Voilà. C'est ça. Comment l'arbitre doit-il développer de bons critères d'appréciation? Qu'est-ce qui va conditionner l'arbitre de sorte à ce qu'il soit suffisamment présent dans le match, comprendre le match pour développer de bons critères d'appréciation? Voilà, c'est toute la problématique, ça. Alors, à mon sens, il y a un certain nombre de prédispositions. Un certain nombre de prédispositions. Des dispositions préalables. C'est-à-dire que ce n'est pas le moment du match là que l'arbitre doit être capable de. Non. Il doit être capable, il doit avoir développé un certain nombre d'aptitudes, d'habiletés avant d'arriver sur le match. Et ce sont ces habiletés-là, ces capacités-là qui vont lui permettre de conduire la rencontre, de comprendre le jeu et de faire en sorte que le match soit agréable. Le souci, c'est de ça. Un match agréable. L'arbitre doit participer à ce que le match soit agréable. Quand c'est beau pour tout le monde, pour les spectateurs, pour les joueurs, mais grâce à l'arbitre.
qui a facilité les actions. Donc, il est bon donc de savoir que le bon arbitre, l'arbitre qui sera présent, l'arbitre qui sera capable d'apprécier comme il faut, c'est l'arbitre qui a une bonne condition physique. Oui, parce qu'il faut être là, présent, au point où il faut, au moment où il faut, pour bien apprécier. Mais si vous n'êtes pas en bonne condition physique, comment vous pouvez suivre correctement les acteurs qui vont de plus en plus vite, qui sont de plus en plus athlétiques? Vous ne serez pas à la hauteur, donc vous allez rater des actions. Vous allez imaginer des actions. Vous ne serez pas dans la fenêtre. Donc, il faut avoir une bonne condition physique. Mais pour avoir une bonne condition physique, il faut se préparer. Il faut se préparer. Il faut avoir un programme de préparation physique avant l'ouverture de la saison. Les joueurs se préparent avant l'ouverture de la saison. Ils ont des programmes de préparation, personnels comme en équipe. Mais vous, moi, arbitre, toi, arbitre, est-ce que tu te prépares avant l'ouverture de la saison? Est-ce que tu as un programme de préparation physique avant l'ouverture de la saison? Mais il faut ce programme de préparation physique. Hein? Il faut fréquenter les salles, il faut faire le footing à l'air libre, on peut faire des exercices à la maison, les cardio, les renforcements musculaires, les stretching, tout ça, tu dois avoir un programme de préparation. Hein? Et cette bonne condition physique-là, cette activité physique régulière en fonction du programme que tu auras établi, cette activité physique régulière a des avantages. Quels sont les avantages d'avoir une bonne condition physique? Mais d'abord, c'est que tu vas présenter une image d'un arbitre en forme, un arbitre athlétique, un arbitre présent, avec une posture améliorée, avec une apparence qui inspire confiance. Voilà, ce n'est pas un arbitre qui donne l'impression d'être dormant, non. Un arbitre éveillé parce qu'il est physiquement frais. L'image d'un arbitre strong, décisif, approchable. Oui. Mais l'autre avantage, tu seras endurant pendant la rencontre. Tu pourras tenir le rythme jusqu'à la fin, sans faiblesse. Oui. Tu seras alerte. Tu auras la capacité de prendre le match à ton compte. Être alerte, on dit être en charge d'eux, être capable d'eux. Avec ta condition physique améliorée, tu seras capable de maintenir ta concentration, ton attention pendant le match. Parce que si tu n'es pas en bonne condition physique, mais tu ne seras pas concentré, ta concentration va baisser par moments. Il y a des choses qui vont venir dans ta tête. Tu ne seras pas à 100% dans la rencontre parce que tu as perdu des forces. Tes forces t'ont lâché à un moment donné pendant le match. Donc, il faut être frais pour se sentir à l'aise dans la prise de la décision. Si vous n'avez pas cette bonne condition physique, il ne sera pas possible pour vous d'avoir le bon jugement, le jugement qui va favoriser un jeu agréable. Voilà, vous allez siffler en retard, vous allez manquer de souffle, de vigilance. Voilà, dans le coup de sifflet, même, on va sentir que vous êtes fatigué parce que le coup de sifflet arrive parfois un peu en retard. Voilà, donc quand c'est comme ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne philosophie, ça. Donc, il est très important de développer l'aspect physique. C'est la base de toute activité sportive. Un sportif qui n'est pas en bonne condition physique ne peut pas être performant. La performance se mesure d'abord au niveau du sport par une bonne condition physique. Et ça, les arbitres doivent pouvoir le développer par un programme régulier, par des fréquentations dans les salles de sport. Maintenir sa bonne condition jusqu'à la fin. Maintenant, le deuxième aspect, c'est une bonne connaissance du jeu. Oui, c'est le basket. Si tu veux arbitrer, être arbitre de basket, tu dois savoir ce que c'est que le basket. Oui, tu dois savoir ce que c'est le basket. Tu dois être un pratiquant. Il faut pratiquer le basket.
Il faut jouer au basket. Même en tant qu'arbitre, il faut continuer à jouer au basket. Peut-être pas en termes de championnat, en termes de compétition, mais de temps en temps, va te frotter aux autres pour mieux sentir le jeu. Échange régulièrement avec les entraîneurs. Ils vont te donner leurs aspirations. Oui, nous, entraîneurs, voilà ce qu'on veut. On veut que les arbitres fassent ceci, les arbitres suivent cela. On échange. Il faut échanger avec eux pour connaître leurs aspirations, ce qu'ils reprochent aux arbitres, les nouvelles règles au niveau tactique, au niveau de la défense. Il faut visionner, observer des séances d'entraînement, comment les équipes s'entraînent, pour pouvoir connaître le basket. Il faut également apprendre les types de défense. Oui, vous ne pouvez pas siffler, être performant en arbitrage si vous ne connaissez pas les types de défense qui sont mis en place par les arbitres, par les équipes. Oui, il faut savoir qu'à un moment donné, les équipes sont en man-to-man defense. La défense, c'est une défense man-to-man. Et en fonction de cette défense, tu adaptes ton arbitrage. En fonction de cette défense, tu vois le mouvement des défenseurs, le mouvement des joueurs en défense et tu lis le jeu. Si c'est une défense zone, tu adaptes également, tu anticipes par rapport au déplacement des défenseurs parce qu'ils sont en zone, tu sais comment ils vont bouger quand ils sont en zone. Quand ils sont également en man-to-man, tu sais également comment va se faire le mouvement. Donc, tu comprends le déplacement des joueurs. S'ils font également presse tout terrain, l'arbitrage presse tout terrain n'a rien à voir avec le type d'arbitrage de défense de zone. Voilà. Donc, si tu ne comprends pas cela, si tu ne sais pas lire la défense qui est appliquée, comment tu vas pouvoir voir les défenseurs se déplacer? Et tu auras une mauvaise lecture et tu seras surpris. Tu ne seras pas capable d'anticiper, de voir venir les contacts. Mais il est bon, les situations de close out ou bien de trapping defense. Quand il y a trapping, tu dois savoir que c'est un trapping et savoir ce qui est capable de se faire, les contacts possibles, les actions possibles, les actions qui vont suivre. Donc, tu es dans ton esprit là, tu es prêt à pouvoir parer, à pouvoir juger l'action parce que tu comprends ce qui se passe. Voilà. Donc, il est très important. Les types d'attaque aussi. Quel est le type d'attaque que je vois? C'est une attaque où il y a 5 défenseurs extérieurs. Mais quand il y a 5 défenseurs extérieurs, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Toi, arbitre, tu vois tout de suite qu'il y a 5 défenseurs, pardon, 5 attaquants extérieurs, mais ça veut dire tout de suite qu'ils ont élargi la défense et qu'ils s'apprêtent à faire une pénétration. Voilà. Donc, tu dois pouvoir lire tout cela pour voir ce qui va venir. Quand ils font un 4 extérieur et puis un à l'intérieur, mais tu te dis, avec 4 extérieurs, 1 à l'intérieur, il y a peut-être une situation de screen, voilà, d'écran. Il y a un écran, par exemple, celui qui est à l'intérieur, qui va venir faire un écran et qui va peut-être réaliser un pick and pop ou bien pick and roll. Donc, tout de suite, tu es là, tu es présent et tu vois, tu lis le jeu et tu n'es pas surpris par ce qui se passe. Écran, quand il y a écran, tout de suite, tu sais qu'il y a possibilité de pick and roll ou bien pick and pop. Et tu vois les joueurs se déplacer. Et tu comprends l'action. Et tu juges mieux le déplacement des joueurs. Et tu juges mieux les contacts. Et tu apprécies mieux. Mais si tu n'es pas capable de lire cela et que tu es surpris à tout moment par les différentes actions sur le terrain, mais comment tu peux apprécier? Mais quand tu as le temps de t'en rendre compte, c'est déjà passé et tu n'as pas sifflé. Voilà. Donc, il est bon de comprendre tout cela. Les rythmes. Quand un joueur, une équipe prend le ballon, il y a au moins 3 phases. 3 phases de jeu. Dans les 8 premières secondes, là, c'est la phase rapide, la phase de la contre-attaque. Donc, en tant qu'arbitre, je sais que quand il y a un rebond défensif, il va avoir possibilité de contre-attaque pendant les 8 secondes qui vont suivre.
Si la contre-attaque n'a pas eu lieu, il va y avoir une phase d'observation. Ils vont commencer à mettre en place un schéma pour pouvoir étudier la défense et puis faire un tir ou bien une pénétration. Et cette phase aussi va prendre peut-être 8 secondes. Et puis les 8 dernières secondes, c'est la préparation du tir. Donc quand on arrive par exemple à 8 secondes d'attaque, 16 secondes, à partir de la 16e, 17e, 18e seconde, il y a une action de tir qui va se préparer. Donc tout de suite, je suis sur mes gardes. Je suis attentif parce que je sais qu'à partir de la 17e, 18e, 19e seconde, il y a une action de tir qui se prépare dans l'immédiat. Donc, je ne suis pas surpris parce qu'aucune équipe ne va vouloir faire une violation de 24 secondes. Donc, ils vont préparer l'attaque, soit la pénétration, soit le tir. Voilà. Donc, en analysant tout, en comprenant tout cela, en ayant une bonne connaissance du jeu, j'apprécie mieux. Parce que, n'oubliez pas, je répète, la philosophie de l'arbitrage, c'est l'appréciation des contacts. Votre manière d'apprécier les contacts, votre manière de juger les contacts, votre manière de favoriser, de mettre en application la règle de l'avantage, hein, le principe d'avantage-désavantage. À quel moment j'arrête, à quel moment je peux laisser passer, c'est cette manière-là, c'est cette manière d'apprécier-là qu'on appelle avoir la philosophie de l'arbitrage, avoir une bonne philosophie de l'arbitrage. Un contact léger, objectif atteint, tu siffles, alors qu'il aurait pu continuer. Mais quand tu arrêtes le match, bon, c'est pas bon. Donc, il faut pouvoir, tu dois être capable de trier cela. Trier pour savoir à quel moment l'action a véritablement un impact sur le jeu, à quel moment c'est une action qui peut être tolérée. Et tout ça, ça rentre dans la bonne philosophie de l'arbitrage, mais ça demande une bonne connaissance du jeu. Hein? C'est ce que je voulais ajouter pour dire qu'il y a des avantages. L'avantage d'une bonne connaissance du jeu. Quand tu as une bonne connaissance du jeu, mais ça te permet de lire le jeu. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça te permet de lire. Tu vois tout de suite le schéma se dessiner et tu anticipes. Pas anticiper sur le coup de sifflet, mais anticiper sur le jeu. Voilà. Tu sais qu'il y a une passe à gauche, bon, c'est sûr qu'ils vont sortir un écran, voilà, etc. Tu vois le schéma se dessiner et tu es à l'aise sur le terrain parce que tu comprends ce qui se passe. Tu as une bonne compréhension des situations qui se produisent sur le terrain. Tu as une bonne capacité à anticiper. Et ça, c'est primordial, l'anticipation. Un arbitre ne doit pas être surpris. Un arbitre doit voir venir ce qui se passe. Voilà. Et il anticipe. Il est prêt à gérer cette situation-là parce qu'il a vu ça venir par sa bonne lecture du jeu. Et bon, c'est important. Une bonne compréhension du jeu, c'est donc une clé de réussite de l'arbitrage. Si vous n'avez pas la bonne compréhension du jeu, si vous sifflez comme ça des actions parce que ça se présente devant vous, etc., non, c'est que vous n'avez pas une bonne philosophie. Vous devez savoir lire. Un arbitre qui a une bonne lecture du jeu sera toujours au meilleur endroit pour le contrôle du jeu. Oui. Quand tu as une bonne lecture du jeu, tu anticipes, tu te positionnes là où il faut pour pouvoir recevoir, pour pouvoir voir convenablement l'action. Et c'est très important donc avoir une bonne connaissance du jeu. Donc il faut développer cette aptitude-là. Il faut développer cela en regardant beaucoup de matchs, des matchs extérieurs, des matchs des autres championnats, surtout les championnats européens, américains, pour voir même comment les arbitres d'un certain niveau apprécient certains contacts. Et quand ils apprécient, quelle est la réaction, soit de l'entraîneur, soit des autres collègues, et puis en fonction du ralenti qui est procédé, quelle devait être la bonne appréciation. Et puis tu te fais une idée et tu avances avec ça. C'est très important. Maintenant, autre élément essentiel, il faut avoir une bonne connaissance du règlement et de son interprétation. Tu es arbitre du basketball.
le basket a un code, ce qu'on appelle le code du jeu. Mais tu dois connaître ce code-là de son premier article à son dernier article. Et les arbitres aujourd'hui, si on leur pose la question, le règlement, le code de jeu là, il contient combien de règles? Ils ne pourront pas vous dire combien de règles il y a dans le code de jeu. Mais tu es arbitre de haut niveau d'un sport comme le basket et tu ne sais pas combien de règles il y a dans le code de jeu. Tu ne sais même pas combien d'articles il y a dans le code de jeu. Mais ce n'est pas bon. Je dirais, ça doit être ton document. Hein? C'est ton testament que tu dois avoir sur toi. Tu dois le mémoriser, tu dois l'avoir en permanence. Il faut le lire régulièrement. Et il faut avoir un programme de lecture. Oui, tu ne peux pas le lire un seul jour, en un seul temps. Et même si tu le fais, tu ne le comprendras pas comme ça. Donc, il faut avoir un programme de lecture, article par article, règle de jeu par règle de jeu. Mémoriser les règles de jeu. Savoir que le règlement commence par la première règle qui concerne le jeu hein, et se termine par une dernière règle, etc., etc. Commence par un article 1 sur tel, article 50 sur telle autre activité ou bien autre disposition. C'est très important. Mais si tu ne le sais pas, tu n'es pas maître, tu ne seras pas à l'aise. On va voir tout à l'heure les avantages liés à la bonne connaissance. Hein? Il faut donc avoir une observation rigoureuse de ce programme-là. Hein? Le programme que vous établissez, même si c'est 30 minutes par jour, vous observez vos 30 minutes par jour de lecture du règlement. Si c'est 1 heure que vous donnez par jour, vous faites vos 1 heure de lecture du règlement par jour. Et chaque jour, ça doit être ainsi. Le règlement, là, on ne le connaît jamais assez. À chaque fois qu'on le lit, on découvre toujours quelque chose de nouveau. On comprend toujours quelque chose. Il y a des subtilités dedans qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et à chaque fois que tu lis, tu découvres toujours. Ah, donc c'est comme ça. Ah, donc c'est comme ça. Et puis, il y a des modifications. Il faut se mettre à jour. Cette modification-là, en quoi elle est contraire à l'ancienne? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qui était à l'ancien et qu'est-ce qui a été ajouté? Comment comprendre ce qui a été ajouté? Je prends un exemple. On prend par exemple le pas zéro. Le pas zéro qui a été introduit. Mais jusqu'à présent, il y a des gens qui ne maîtrisent pas cette histoire de pas zéro. Mais pourtant, c'est simple. Le pas zéro, là, ce qu'il faut comprendre dedans, c'est tout simplement que l'attrapé du ballon, là, doit être synchronisé avec le pied au sol. C'est ça qu'on appelle pas zéro. Le joueur en mouvement, lorsqu'il attrape le ballon, en étant en mouvement avec un pied au sol, ce pied-là est considéré comme pas zéro. Mais une fois que tu as compris ça, là, tout le reste, là, c'est de l'habillage. C'est de l'habillage. Un joueur en mouvement qui reçoit le ballon avec un pied au sol, ce pied-là est zéro. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Mais s'il reçoit le ballon en l'air et qu'il descend avec un pied, ce pied-là ne peut pas être zéro. Ce pied-là est 1. Donc, une fois que tu as compris cette différence-là, c'est fini. Mais ça demande quoi? Ça demande une bonne lecture des vidéos, du règlement qu'on donne, etc., etc. Voilà. On a parlé de la faute antisportive, la modification sur la faute antisportive, sur l'assistance à un joueur. Mais il faut comprendre pour ne pas interpréter autrement. Voilà. Mais ça veut dire qu'il faut lire le règlement, lire la modification et puis ensuite visionner la vidéo qui explique la nouvelle règle pour mieux l'appliquer. Sinon, vous allez l'appliquer autrement. Et au moment où vous allez comprendre, parfois, vous avez déjà fait 5 ou 6 erreurs pendant des matchs. Donc, attention. Donc, les avantages, c'est quoi? Quand on a une bonne lecture du règlement, ça permet d'avoir une connaissance des grandes articulations du règlement. Oui, je vous ai dit tout à l'heure. Hein? Il y a des gens qui ne savent pas que le règlement, là, il y a 8 règles. Oui.
qu'il y a 50 articles. Voilà. Mais les 8 règles, là, portent sur quoi? Tu dois te donner comme objectif la règle 1, la porte sur ceci, la règle 2, la règle 3, la règle 4, la règle 5. Tu dois connaître chaque règle, l'intitulé de chaque règle. Tu dois connaître l'intitulé de chaque article à l'intérieur de la règle. Tu dois le maîtriser, ton règlement. C'est ta boussole. C'est ça qui te guide. Voilà. Quelle est la règle qui parle des violations? On va poser la question à un arbitre, il ne saura pas. C'est la règle 2, la règle 3, la règle 4. C'est quelle règle qui parle des violations? Et quand on parle de violations, quels sont les types de violations qui sont traités dans le règlement? Mais tout ça, il faut connaître. Quels sont les différents types de fautes? On parle des principes. Les principes à observer. Tout à l'heure, j'ai dit, la philosophie de l'arbitrage, c'est l'appréciation, la bonne appréciation des contacts. Mais pour pouvoir apprécier les contacts, il y a dans le règlement un certain nombre de principes qui permettent à l'arbitre d'apprécier les contacts. Et si on demande à un arbitre, quels sont les principes qui te permettent d'apprécier un contact sur le terrain? Mais il y en a qui vont se gratter la tête. Mais pourtant, ces principes-là sont dans le règlement. Le principe de cylindre, le principe de verticalité, et puis les éléments de temps et de distance. Et puis à côté de cela, il y a ce qu'on appelle la position légale de défense. Voilà. Mais quand tu as maîtrisé ces différents éléments-là, mais tu es à l'aise sur le terrain. Tu sais ce que c'est que le cylindre. Par rapport au cylindre, il y a eu une modification dernière qui porte sur le joueur qui tient le ballon. Mais le joueur qui tient le ballon, son cylindre maintenant, va jusqu'à la limite du ballon. L'attaquant qui tient le ballon, son cylindre va jusqu'à la limite du ballon. Mais si tu n'as pas compris cela, mais tu vas faire des erreurs d'appréciation sur le terrain. Tu n'auras pas une bonne philosophie d'arbitrage. Voilà. Donc, il est bon de lire cela, de lire de visionner les vidéos, de comprendre. Même si tu n'as pas compris, il faut te faire expliquer. Et puis, tu comprends mieux et tu l'appliques. Parce que quand c'est flou dans la tête du juge, comment ça peut être clair? Comment est-ce que la décision que le juge prend peut être acceptée quand lui-même, dans sa tête, c'est flou? Ce n'est pas possible. Donc, il y a un effort important à faire de compréhension du règlement. Donc, ça permet, comme je l'ai dit, la découverte des différentes subtilités de la règle. OK? Par exemple, il y a des éléments sur lesquels on ne met pas beaucoup l'accent. Les lignes. J'ai pris un exemple comme ça, les lignes. Mais les lignes, là, ont des noms. Est-ce que les arbitres connaissent les noms de ces différentes lignes sur le terrain? On parle de lignes de fond, de lignes médianes, de lignes à 3 points, de lignes de lancer franc, de lignes de remise en jeu, de lignes de banc d'équipe. Mais ces lignes-là, oui, il faut connaître toutes ces lignes. Et puis, quelles sont les responsabilités de l'arbitre sur ces lignes? Voilà. Et quand vous avez maîtrisé ces différentes subtilités-là, ces notions-là qui sont dans le règlement, mais quand vous êtes sur le terrain, vous êtes à l'aise. Non. Vous êtes à l'aise, vous êtes sûr, vous gagnez en assurance. Et votre assurance-là vous permet de bien juger parce que vous avez une bonne compréhension du règlement. Un exemple, l'autre exemple, la différence entre bloc et charge. Il y a des arbitres encore qui hésitent sur des situations de bloc ou bien de charge. Voilà. Un arbitre ne doit pas... Oui. Bloc et charge, ça se voit tout de suite. Mais quand ça se voit, je ne vais pas dire que dès qu'il y a la faute, en même temps... Non. Il y a analyse de la situation et puis ensuite, on va le voir tout à l'heure. Mais il y a des éléments qui permettent à l'arbitre de pouvoir savoir si c'est bloc ou bien si c'est charge. C'est l'élément le plus important, c'est le déplacement du défenseur. Oui, le déplacement du défenseur. Si vous observez le défenseur par rapport à son déplacement, vous allez avoir déjà 60 ou 70% d'éléments qui vont vous permettre de savoir si c'est bloc ou bien si c'est charge. Voilà.
Si le défenseur avance en direction de l'attaquant, en aucun cas, il ne peut y avoir charge. S'il y a déplacement du défenseur vers l'attaquant, il ne peut pas avoir de charge. Défenseur qui va vers l'attaquant qui porte le ballon ne peut pas avoir de charge. Il ne peut avoir de charge que lorsque le défenseur a une position légale, et la position légale, c'est déplacement latéral ou déplacement vers l'arrière. Donc, quand tu as observé le déplacement du défenseur, tout de suite, ça te donne environ 70% d'éléments d'appréciation. Mais ça est dans le règlement. Voilà. Et une fois que tu as maîtrisé ça dans le règlement, les choses se passent correctement. Voilà. Donc, je vous en prie, il faut bien connaître le règlement. Connaître le règlement et ses subtilités, ces éléments-là vont vous permettre de maîtriser, d'être à l'aise sur le terrain. Ouais. Vous allez gérer votre situation convenablement, votre match convenablement, en ayant l'esprit tranquille, l'esprit dégagé, en étant sûr de vous, parce que vous avez une bonne compréhension de la règle, vous avez une bonne compréhension du jeu. Très important. Ensuite, troisième élément important, c'est une bonne technique individuelle d'arbitrage. Oui. Vous êtes en bonne condition physique. Vous avez une bonne lecture du jeu. Vous avez une bonne connaissance de la règle. Ce qui reste, c'est savoir arbitrer. Oui, parce que ça aussi, il y a des techniques et tous les arbitres de haut niveau savent qu'il y a une technique à maîtriser. C'est vrai qu'aujourd'hui, cette technique n'est pas appliquée à 100% à tous les niveaux, mais depuis quelque temps, les différents documents sur la technique individuelle d'arbitrage, ces documents sont vraiment à la disposition de tous et les arbitres font des efforts pour pouvoir respecter cette technique individuelle d'arbitrage. En toute chose, il faut avoir une capacité individuelle. Et dans l'arbitrage, il y a une technique. Si tu ne maîtrises pas cette technique, si tu n'appliques pas cette technique, tu n'auras pas le bon jugement. Tu n'auras pas la bonne appréciation. C'est pourquoi, dans la technique individuelle d'arbitrage, l'un des éléments essentiels pour mieux apprécier, on dit bouger, s'arrêter, observer, décider. Oui, bouger pour avoir la bonne position, s'arrêter pour bien juger, parce que quand on est en mouvement, on n'apprécie pas bien. Et puis, lorsqu'on a bien observé, on décide. Voilà. La décision, là, ça ne veut pas dire que je siffle. Non. La décision, c'est bon, c'est pas bon. C'est pas bon, je siffle. C'est bon, je ne dis rien. Voilà. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, avec les histoires de blocage, là, c'est l'arbitrage de la défense. Quand tu observes la défense, tu vois l'attaquant. L'attaquant, il est dans ton champ visuel. Un attaquant qui a le ballon, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est marcher, c'est reprise de balle. Mais c'est vrai qu'il peut faire une faute d'attaque, mais la faute d'attaque dépend du déplacement du défenseur. Donc, si tu observes le défenseur, tu verras bien la nature du contact. Donc, ça ne sert à rien de te focaliser sur l'attaquant. Oui, si tu te focalises sur l'attaquant, tu vas voir flash sur le contact. Parce que tu es focalisé sur l'attaquant. Focalise-toi sur le défenseur et tu verras clairement la nature du contact. Restez avec le jeu. Rester avec le jeu, c'est du départ de l'action jusqu'à sa fin. Voilà. Depuis le départ en tir, le tir en course, là, jusqu'à sa fin. S'il fait un tir, un jump shoot, mais je reste avec le tireur jusqu'à ce que le tir prenne fin. Je ne suis pas la trajectoire du ballon. Non. Je suis les deux joueurs qui sont en confrontation. Celui qui tire et celui qui vient pour le compte. Je les observe jusqu'à ce que le tir prenne fin.
Et quand le tir a pris fin, mon jugement se fait. Correct, action correcte, je ne siffle pas. Action non correcte, en ce moment-là, je peux siffler. Donc, je reste avec le jeu. À chaque fois qu'il y a un tir, jump shoot, je dois rester avec le jeu jusqu'à la fin du tir. Je ne regarde pas le ballon. Donc, j'apprécie correctement. Je me positionne 45 pour avoir un angle beaucoup plus grand. Je n'oublie jamais de me positionner à 45 degrés. Quand je suis notamment arbitre de tête, 45 degrés pour avoir l'angle de vision, capable d'apprécier. Je reste actif sur le terrain. Je me parle moi-même en étant sur le terrain pour pouvoir d'abord déterminer le type de défense qui est appliqué, le type d'attaque qui est là. Je me parle constamment. Self-talking, je me parle pour rester actif, pour rester concentré dans le jeu. Si tu ne fais pas ce self-talking-là, si tu ne te parles pas, les autres vont te parler et tu vas répondre aux autres. Et ce qu'on te dit là n'a rien à voir avec le match. Donc, parle-toi toi-même pour rester dans le match, pour rester concentré, pour éviter les dispersions d'idées, pour éviter que ton esprit soit ailleurs. Ramène ton esprit dans le match. Tu n'as que 90 minutes. Un match de basketball, c'est environ 90 minutes. Par hasard, un peu comme le football. Vous voyez? Donc, tu n'as que 90 minutes pour rester dans le match. Reste concentré. Si les évidences, tout à l'heure on a dit, il faut éviter de casser le rythme de la rencontre. On veut un jeu fluide, on veut le spectacle, on veut que le match se déroule vraiment et que les choses... Bon, on veut du spectacle. Mais quand le match est arrêté chaque 2 secondes, chaque 3 secondes, chaque 5 secondes, mais non, ça devient mort. Il faut avoir cette subtilité-là qui va te permettre d'encourager les actions. Et c'est là que la bonne philosophie de l'arbitre intervient. Voilà. Il faut siffler les évidences, il faut siffler les contacts qui ont une véritable incidence sur la rencontre. Les petits contacts, il faut laisser passer. Sauf si... Mais donc, c'est ça qui va te permettre de garder l'intégrité du jeu. Tout en les avantages, il faut toujours avoir l'esprit qu'il faut conserver l'intégrité du jeu parce qu'un match où il y a beaucoup de blessés n'est pas un match qui a été correctement sifflé. Un match où il y a beaucoup de blessés, ça veut dire que les arbitres ont laissé jouer. Donc, comment laisser jouer, favoriser la fluidité du jeu et en même temps avoir un comportement qui maintient l'intégrité du jeu? Voilà un peu la problématique. Je suis dans la fluidité du jeu, mais en même temps, mon comportement, mon coup de sifflet doit permettre de maintenir l'intégrité du jeu pour éviter des blessures. Voilà. Et c'est là la subtilité, la force de l'arbitre qui va permettre une rencontre agréable. Ice contact. Naturellement, il faut regarder les autres. Il faut regarder ton collègue. Il faut regarder les chronos de tir, etc. Le chrono de tir, le chrono de temps de jeu, pour pouvoir prendre la bonne décision. Donc, mesdames et messieurs, voici un peu quelques éléments essentiels que je voulais partager avec vous sur les éléments essentiels pour développer une bonne philosophie d'arbitrage. Et à ce niveau-là, je voudrais terminer en disant que pour développer une bonne philosophie d'arbitrage, il faut être frais physiquement. Il faut être frais. Quand je dis frais physiquement, c'est-à-dire qu'il faut être en bonne santé physique. La bonne santé physique va conditionner la bonne santé mentale, la bonne santé psychologique. Si vous n'êtes pas frais physiquement dans le corps, l'esprit aussi n'est pas frais. L'esprit est fatigué. Et si l'esprit est fatigué, vous ne ferez pas la bonne appréciation. Donc, il faut être frais physiquement.
il faut avoir une bonne lecture du jeu. Ouais. Un arbitre qui a une mauvaise lecture du jeu fera toujours de mauvaises appréciations. Il faut avoir une bonne lecture du jeu. Donc, il faut apprendre les techniques d'attaque, les techniques de défense avec les entraîneurs. Lire aussi les documents concernant les entraîneurs pour comprendre les techniques d'attaque et les techniques de jeu, pour savoir, pour avoir une bonne lecture pendant les matchs. Il faut maîtriser le règlement de jeu. C'est le code, tu n'as pas le choix. C'est ce règlement-là que tu appliques et que tu interprètes. Il faut le maîtriser. Si tu ne le maîtrises pas, mais c'est que tu n'appliques pas le règlement. Voilà, tu appliques autre chose. Et puis, enfin, il faut avoir une excellente technique individuelle. Ouais. Ce n'est pas de l'à peu près. Si tu ne l'appliques pas dans ces grandes lignes, dans ces éléments essentiels, la technique d'arbitrage, la technique individuelle d'arbitrage recommandée, tu n'auras pas la bonne position pour bien apprécier. Donc, voici un peu, mesdames et messieurs, je vous remercie pour ces petits moments qu'on a passés ensemble. Je suis à votre écoute pour d'éventuelles questions. Voici un peu quelques éléments que j'ai voulu partager avec vous. J'espère avoir été compris. Pour ceux qui ont des questions, je suis à disposition. Merci, mon frère. Merci, mon frère, pour cette brillante conférence. Et c'était bénéfique. Je pense que c'était bien expliqué. C'est-à-dire que nos jeunes arbitres aussi doivent savoir qu'est-ce que c'est que la philosophie d'arbitrage, qu'ils doivent vraiment prendre une bonne rencontre. Et tellement vous expliquer dès le départ, dès la préparation physique, jusqu'à la connaissance des règles, la connaissance du jeu, etc. Je pense que c'est vraiment bénéfique. Et ça, c'est la clé à répondre. Vous avez bien résumé la situation, M. Mathura. Donc, je pense qu'avant de passer aux questions, j'aimerais bien passer la parole à notre président de commission nationale de la compétition, M. Boufnik Mohamed. Je ne sais pas si M. Boufnik peut nous joindre avec nous. M. Boufnik. Bonsoir, Kamal. Merci beaucoup, merci pour ça. Eh ben, bonsoir tout le monde. C'est avec plaisir que je participe avec vous à cette séance de Zoom. Pour Mathurin, je te remercie pour cette intervention. Je pense que tu as mis en relief quand même toutes les données qui mettent en valeur un bon arbitre. Donc, je pense que le sujet était très intéressant. Vous avez quand même très bien développé les choses et vous avez mis en relief l'aspect le plus important qui consiste quand même pour qu'un arbitre soit de haut niveau. Donc, impérativement, il doit être en bonne condition physique, une bonne connaissance du jeu, une bonne connaissance du règlement et bien sûr une bonne technique individuelle d'arbitrage. Ce sont les éléments clés qui permettent quand même, qui permet à tout arbitre qui a de l'ambition de pouvoir éventuellement évoluer à un haut niveau. J'espère que tous les participants ont pu profiter de ce moment que nous avons eu ensemble et que ça leur a permis quand même de mettre en relief que toutes les données que vous avez pu exposer sont très importantes dans la carrière d'un arbitre. Et il n'y a aucun secret, c'est le travail qui permet aux gens d'avancer. Donc, je vous remercie encore une fois et bonne continuation pour toute l'équipe. Merci, M. Boufnik. Dans ce cas aussi, avant de commencer d'entamer les questions, je tiens aussi à souhaiter la bienvenue à nos amis marocains, Tekel Hassan Dada, nos amis tunisiens, nos amis de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Sénégal et aussi de la France et de la Suisse. Donc, je vous dis encore une fois, merci d'être parmi nous. Donc, voilà, donc directement, on passe aux questions. Si vous avez des questions, allez-y. Il y a M. Mathurin avec nous, il va vous répondre sur tous les aspects qu'il a développés. Donc, à vous les jeunes, si vous avez des questions. N'hésitez pas les jeunes, on est là pour justement, on attend votre briefing, on attend votre feedback aussi. Donc, j'aimerais bien que vous participez avec nous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme on l'a dit la dernière fois, il n'y a pas de questions bêtes. OK, les jeunes? محمد حبس الميكرو ديالك محمد
Allez les jeunes, n'hésitez pas, on attend vos questions. J'aimerais bien que la participation de Oui, monsieur Omar C, allez-y, vous pouvez activer votre micro et vous poser la question directe à monsieur Mathura. Et je vous souhaite la bienvenue, monsieur Omar C. Si vous n'avez pas parlé, donc vous pouvez écrire sur le chat. Votre question, on va la percuter directement ou bien elle peut l'avoir monsieur Mathura. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Omar C. À vous la parole. Okay. Je suis Omar C, arbitre mauritanien. Eh bien, la bienvenue, nous amis, moi. Ça, c'est important. Donc, oui, j'officie à Dakar, au Sénégal. Très bien. Donc, ma question est la suivante. Dans la technique de l'arbitrage, on nous dit d'arbitrer la défense. Mais parfois aussi, il y a l'attaquant qui fait des violations. Et comment faire pour surveiller les deux, tout en se focalisant sur la défense et ne pas aussi oublier l'attaquant? Donc, c'est ça ma question. Parfois, j'ai du mal à... Parfois, je me focalise sur la défense et parfois, il y a un marché et en regardant l'attaquant, parfois, et l'action est déjà passée. Donc, comment faire pour juger les deux correctement? C'est ça ma question. Merci. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup, Omar Sy. Ben, c'est cela l'arbitrage, hein? C'est cela la difficulté de la tâche de l'arbitre. Tout à l'heure, je dis qu'il faut se focaliser sur le défenseur tout en ayant l'attaquant dans ton champ visuel. OK? Donc, c'est un mouvement des yeux. OK? Un mouvement des yeux rapide qui met l'attention sur le défenseur, mais qui n'oublie pas l'attaquant. Voilà. C'est assez subtil, hein? Mais c'est là la difficulté de la tâche. Tu es focalisé sur le défenseur, mais tu as l'attaquant dans ton champ visuel. Tu le vois, tu vois l'attaquant, mais ton attention est sur le défenseur. J'ai dit tout à l'heure, l'attaquant, qu'est-ce qu'il peut faire? Soit reprise de balle, soit marcher. En cas de contact, c'est le déplacement du défenseur qui va te permettre de savoir s'il y a obstruction ou s'il y a passage en force. Voilà. Le contact par rapport au marché, bon, tu le verras parce que tu l'as dans ton champ visuel. Donc, il ne faut pas avoir un regard rétréci sur le défenseur. Tu as un regard sur le défenseur, mais ta vision est sur les deux acteurs. OK? C'est un exercice qu'il faut faire. Il faut développer cet exercice-là. J'ai le regard sur le défenseur, mais j'ai l'attaquant dans mon champ visuel et dans mon répertoire. OK? Dans mon répertoire. Okay. Donc, je vois les deux. OK? Mais plus particulièrement, j'ai l'accent sur le défenseur. C'est un exercice que tu dois faire. Et tu vas voir qu'en faisant cet exercice-là, tu réussiras à mieux apprécier aussi bien la violation de l'attaquant que le contact soit du défenseur ou bien même le contact de l'attaquant. OK? OK, merci. Merci. Permettez, M. Mathieu, je vais ajouter juste quelque chose. Vous l'avez bien expliqué. Ça rentre dans la technique d'arbitrage, c'est-à-dire distance, stationnaire. OK, c'est-à-dire que si déjà j'ai un bon angle de 45 degrés, c'est-à-dire que l'action, elle est dans mon champ de vision. Comme il a bien dit M. Mathieu, je me focalise sur le défenseur. S'il est en position d'égale de défense ou s'il n'est pas en position d'égale de défense. OK, tout aussi, on ne pas oublier l'attaquant. Si le défenseur est en position d'égale de défense, qui a contact, qui est responsable du contact, automatiquement c'est l'attaquant. Si le défenseur n'est pas en position d'égale de défense, s'il y a contact, il est responsable du contact. Mais c'est vrai, d'abord, je dois avoir toute l'action dans mon champ de vision. Même le départ de l'attaquant, s'il fait une violation de marché, là, je peux l'avoir sans aucun problème, et je me focalise plus sur le défenseur et je cherche toujours le contact illégal.
à la recherche du contact illégal. Si le défenseur est en position légale de défense, donc s'il y a contact, automatiquement, c'est l'attaquant qui est responsable du contact. Si le défenseur n'est pas en position légale de défense, s'il y a contact, dans ce cas, l'attaquant est responsable du contact. Comme il a bien dit M. Mathurin, tout ça, ça s'entraîne, ça se passe dans la tête. Donc d'abord, il faut avoir une bonne technique d'arbitrage, être en position stationnaire avec un bon nombre de divisions pour prendre des décisions. Si l'action est légale, dans ce cas aussi, même si je ne siffle pas, c'est une décision. C'est une action illégale de l'attaque comme du défenseur. Si j'interviens, c'est une décision. Merci, M. Omar, pour votre question. Okay. Merci. Merci. Je ne sais pas s'il y a... On attend d'autres questions, les jeunes. Il faut enrichir le débat. Allez les gens, on attend vos questions. J'aimerais bien que le débat soit plus enrichissant. Il ne faut pas être timide les gens, il faut participer. Et ça va forger aussi votre carrière d'arbitre, la communication. Si vous êtes timide au niveau des questions, donc je dirais même dans un terrain, vous serez timide. Donc s'il y a une contestation, vous ne pouvez pas répondre, vous évitez de répondre bien. Donc ça, vous développez votre communication. Oui, M. Ramassé, allez-y pour une deuxième question. Ça ne pose pas de problème. Ok, j'ai une deuxième question concernant le coach. Le règlement nous dit que s'il y a un joueur qui fait du flopping, une simulation de faute, on donne un avertissement au joueur et aller parler au coach que le joueur fait du flopping et que l'avertissement est valable pour toute l'équipe. La prochaine fois, ce sera une faute technique. Mais j'ai remarqué à chaque fois que je pars vers le coach et que j'essaie de lui expliquer, il me parle d'autres fautes parce qu'il y a eu d'autres contacts par-ci, par-cela. C'est pour cela que son défenseur est tombé. Donc, je n'arrive pas. Comment faire pour que le coach reste sur le sujet ou à l'instant T? À chaque fois, il ramène des actions précédentes. Comment faire pour gérer ça? Donc, c'est ça ma question. OK, merci beaucoup, merci. Mais ça, c'est disons, dans la nature souvent des entraîneurs, hein? OK? Il y a des entraîneurs qui n'acceptent pas que, bon, son joueur soit fautif. Donc, il est dans la psychologie, en fait. OK? Dans la psychologie, dans sa volonté de te déstabiliser. OK? Il y a des entraîneurs qui cherchent à gagner leur rencontre par la déstabilisation de l'arbitre. OK? Donc, en te ramenant à chaque fois sur le fait que c'est de ta responsabilité. C'est parce que tu n'es pas bon que voilà, ces actions-là se produisent. Donc, en le disant, c'est toi qui l'incrimine. C'est toi qui n'es pas bon. Son joueur, il est bon. Lui-même, entraîneur, il est bon. Mais toi, arbitre, tu n'es pas bon, tu juges mal. Donc, ce qu'il te dit là, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Donc, on est dans ce qu'on appelle une bataille psychologique. OK? Il t'appartient à toi, arbitre, d'être fort. OK? Et de le ramener à l'action suivante. OK? Et non pas lui de te ramener à des actions sur lesquelles tu penses avoir eu le bon jugement. Donc, ne laisse pas l'entraîneur t'imposer sa volonté. Tu vas pour un avertissement, tu vas pour l'avertissement. Tu donnes l'avertissement et tu rends l'avertissement public à tous. Voilà. Et une fois qu'il est averti, c'est fini. OK? Le joueur qui a été averti, c'est valable pour toute l'équipe. Prochaine situation, naturellement, c'est la faute technique. Donc, ne te laisse pas entraîner sur un autre terrain. OK? Sur une autre situation. La situation qui t'a amené là-bas, tu vas pour l'avertissement et tu le fais. Voilà. Sans état d'âme. OK. Voilà. Merci. C'est une bataille psychologique. Ne te laisse pas affaiblir, ne te laisse pas déstabiliser. Reste concentré sur tes actions. Ce que tu as vu, tu es allé pour l'explication, tu l'expliques en un temps record. Ce n'est pas aller
pour échanger avec lui en 30 secondes ou bien en 45 secondes. Non, ça doit être rapide. 5 secondes maximum, c'est fini, tu repars. OK? OK, merci. Très bien, merci, M. Mathurin. Aussi, il faut savoir choisir les mots du basket. Lorsqu'on parle avec l'entraîneur, des mots-clés. On ne va pas tarder avec l'autre confrontation, les mots-clés sur la situation. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. سي صابر ما راك تشاركنا اليوم Allô? Oui, خويا الهادي تفضل هادي تفضل. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Monsieur Mathurin. Bon, je voudrais poser une question au sujet avec le coach. Il y a tendance à certains arbitres, pour ne pas dire la plupart, de trop expliquer, de trop s'entretenir avec un manager, avec un coach. Je dirais que c'est un peu déstabilisant par rapport à tout le monde du spectacle du basket, qu'un arbitre, qu'il est à chaque fois interpellé par le coach, il passe un bon bout de temps avec lui à expliquer la nature de la faute et voilà, qu'est-ce que vous nous dites à ce sujet, M. Mathurin, et merci. Merci beaucoup, cher frère. Mais c'est pas bon. C'est pas bon aussi bien pour le public, c'est pas bon pour les médias que l'arbitre perde du temps à expliquer des situations à l'entraîneur. Non, c'est pas bon. C'est vrai, il faut être psychologue. Il faut souvent expliquer soit aux joueurs, soit à l'entraîneur, le bien fondé de la décision qu'on a eu à prendre. Mais ça doit se faire dans un laps de temps, sans que cela n'ait un impact sur l'évolution du jeu. Parce qu'au moment où vous êtes en train de causer, parce que moi j'appelle ça de la causerie, au moment où vous êtes en train de causer, les joueurs attendent. Mais les joueurs attendent sans échauffement. Ça va casser le rythme de la rencontre. Ça va casser le rythme de la rencontre. Le public est là, tout le monde vous regarde, vous deux, en train de causer. Et les autres sont à côté. Et le match est arrêté. Non, ce n'est pas bon. On ne doit pas perdre du temps à échanger avec les entraîneurs. Il doit y avoir échange, ça doit être un échange bref, rapide, un échange précis, explicatif, et puis le match continue. En aucun cas, l'arbitre ne doit retarder le bon déroulement de la rencontre, la fluidité du jeu par des explications en un point fini. Non, finalement, ça devient lassant pour le public. On est venu pour regarder du basket et non pas pour regarder l'arbitre en train d'échanger avec l'entraîneur. Voilà. Donc, ce n'est pas bon. Hein? Je suis convaincu, moi-même, je n'aime pas ça. Et ce n'est pas bon pour le public, ce n'est pas bon pour les médias, hein? Ce n'est pas bon pour les joueurs parce que ça les refroidit. Merci beaucoup. Merci pour la réponse. C'est Saber qui veut une question. Monsieur Saber, تفضل. Saber, à vous la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Faya Saber. Bonsoir, Monsieur Mathurin. Bonsoir, Saber. Comment tu vas? Wallah, alhamdoulilah. Et toi? Ça va bien, ça va bien. Merci. Je pense en philosophie de l'arbitrage, il y a une chose qu'il faut le dire, clean the game. Oui, vas-y, je t'écoute. J'ai dit, tu peux nous expliquer le thème de clean the game. Voilà. Ça entre dans la philosophie de l'arbitrage, oui ou non? Oui, bien sûr, Saber, d'accord.
J'ai compris. Oui, tu as tout à fait raison. Et clean the game, c'est en anglais, ça veut dire qu'il faut nettoyer le jeu. Nettoyer le jeu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès le départ, il faut décourager toutes les actions qui pourraient amener à, disons, à faire en sorte que le jeu soit haché, que le jeu soit, disons, un jeu violent, un jeu accidenté. À chaque fois, c'est des contacts en un point fini. Donc, clean the game, quand tu vas nettoyer le jeu, c'est-à-dire que dès le départ, tu vas imposer ta vision de l'appréciation des contacts. Et très souvent, quand les arbitres font ça, dès le départ, vous avez un entraîneur qui prend un temps mort. OK? Parce que tout de suite, il a compris que ses joueurs sont en train de prendre des fautes. Sur 2 ou 3 contacts, faute, 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 ça fait déjà 3 fautes d'équipe. Donc, il va prendre un temps mort pour dire, attention, il faut tenir compte de la philosophie d'arbitrage qu'on a en face de nous, de la manière d'arbitrer. Il faut arrêter telle ou telle chose. Voilà. Donc, tu as tout à fait raison en disant clean the game, mais quand tu fais clean the game au début, cette manière de siffler au début là doit continuer jusqu'à la fin, c'est-à-dire la constance dans l'appréciation. Naturellement, l'objectif en faisant clean the game, c'est la fluidité du jeu qu'on veut. On veut un jeu fluide, un jeu pas trop heurté. Parce que quand on assiste à un match de basket où il y a so much contact, c'est-à-dire trop de contact, naturellement, on va arriver à la fin du match avec un score de 50 à 45. Parce qu'il y a eu tellement de contacts, tellement d'actions illicites que les possibilités de tir ont été rares. Donc, très peu de paniers marqués. C'est arrivé à un match où il y a le score final, c'est 50 à 40 ou 50 à 60. Ça veut dire que le match a été trop physique. Voilà. Donc, il est bon que les arbitres, par leur manière de siffler, facilitent, permettent aux acteurs de pouvoir produire du spectacle. Donc, la notion que tu viens d'évoquer, est une notion importante qui va permettre au finish, aux arbitres, de pouvoir offrir au public un beau spectacle par leur manière de siffler. OK? J'espère avoir été dans l'esprit de ton machin. Saber, tu es encore là? Oui, elle est là. Merci, Mathieu. Saber. C'est bon pour la réponse de M. Mathurin? Ou là, tu avais encore... Oui, si tu veux encore ajouter... Oui, je suis tout à fait d'accord avec lui. Ah ben, très bien. Très bien, alors. Merci pour toi. Merci pour la question. Merci. Merci. Merci, Sid Hamd Benna. Je pense qu'il y a une question. Monsieur Benna, à vous la parole. Salam alaikum. Comme salam, d'Ahmadullah. Bonsoir, Monsieur Mathurin. Bonsoir, nos amis arbitres. Donc, Monsieur Mathurin, merci beaucoup pour cette intervention, très enrichissante, qu'on apprend beaucoup. Donc, ma question, c'est que donc, chez nous, en Algérie, généralement, quand on arbitre à 3, on a une manière, comme les arbitres, le croc-chef, comment il parle avec ses arbitres, avec les 3 arbitres, le contact, la communication entre les 3 arbitres. J'aimerais bien savoir davantage comment ça se passe au haut niveau, si je veux dire, ou bien en Afrique généralement, le contact des arbitres à 3 quand ils arbitrent un match. Comment ça part? Ça arrive des fois qu'un arbitre il prend une décision faute. Comment le croc-chef, comment ça parle entre les 3 arbitres? J'aimerais bien apprendre davantage comment ça marche en Afrique ou bien partout dans le haut niveau. C'était ça ma question en fait. OK, merci beaucoup. Merci. Si j'ai bien compris, tu veux dire que un arbitre prend une décision et puis le coach
vient te voir pour dire attention, la décision là, elle n'est pas correcte, il faut changer, c'est ça? Oui, en quelque sorte, voilà. En quelque sorte, c'est ça. Il n'y a pas que dans le cas où il y a un arbitre qui prend une fausse décision. J'aimerais bien savoir comment ça parle entre les trois arbitres dans le haut niveau, en Afrique. Donc, ici en Algérie, j'ai une idée comment ça marche. Comment ça parle, ça arrive des fois un arbitre prend une décision, une fausse décision, le croc-chef, il vient lui parler et après, la dernière parole revient au croc-chef. Donc, je ne sais pas si vous avez compris ma question. Oui, j'ai bien compris, mais je veux dire que les arbitres forment une équipe. OK? C'est une équipe. Il y a l'équipe A, il y a l'équipe B, et puis il y a l'équipe C. L'équipe C, c'est l'équipe des arbitres. OK? Donc, il faut qu'il y ait de la communication. La communication avant, la communication pendant, la communication après. Donc, cette communication est recommandée entre les arbitres. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'équipe. Chacun évolue de son côté. Non. Il est bon que les arbitres se parlent pour pouvoir prendre la bonne décision. Mais chaque arbitre sur le terrain, je ne dirais pas qu'il est autonome, mais il est maître de la décision qu'il prend. Voilà. Il est maître de la décision qu'il prend. Mais il peut se tromper. En ce moment-là, il est bon que s'il s'est trompé et que l'autre partenaire est à 100% sûr qu'il y a eu erreur d'appréciation. Par exemple, mauvaise décision sur une sortie de balle. OK? Vous prenez une décision, vous dites ballon à l'équipe A, alors que normalement le ballon revient à l'équipe B. Mais si ton partenaire à côté est à 100% sûr que le ballon revient à l'équipe B, il peut aller te voir pour dire attention, je suis à 100% sûr que le ballon est à l'équipe B. Et si toi, tu doutes, tu peux dire, OK, j'accepte ta décision. Mais c'est une équipe. Le plus important, c'est d'être dans la vérité. Et d'être dans la vérité. Voilà. Donc, on a la possibilité, s'il y a une action qui s'est produite, mais quand même, on ne peut pas revenir sur, je ne sais pas, il y a des possibilités. Aujourd'hui, au haut niveau, il y a l'IRS. OK? On va visionner dans certaines circonstances, on va faire appel à la vidéo. OK? Mais avant de faire appel à la vidéo, le règlement même autorise les arbitres à décider d'abord avant d'aller à la vidéo. C'est quand ils ne sont pas d'accord qu'ils vont à la vidéo. Mais s'ils sont d'accord déjà à 100%, ils n'ont plus besoin d'aller à la vidéo. Voilà. Donc, c'est pour sauver la rencontre. C'est pour prendre la décision conforme à la situation qui s'est passée. OK? Mais cela ne doit pas se répéter tout le temps. OK? Ça peut se passer une fois en passant, mais ce n'est pas tout le temps que le crotif va tuer l'autre arbitre, son partenaire, en remettant en cause toutes les décisions qu'il prend. Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne équipe. OK? Il faut encourager l'autre. OK? Il peut se tromper. L'arbitrage, là, ça ne veut pas dire qu'on est à 100% correct sur toutes les actions. Il peut y avoir des marges d'erreur. Et ces marges d'erreur-là participent un peu. OK? Même au niveau de la NBA, on voit même ceux même qui sont des professionnels qui font des erreurs d'appréciation. Donc, ce n'est pas des arbitres au niveau amateur là, qui ne vont pas faire d'erreurs. Voilà. Mais il faut faire le minimum d'erreurs possible et les erreurs ne doivent pas impacter le résultat de la rencontre. Parce que quand une erreur d'arbitrage agit sur le résultat de la rencontre, en ce moment-là, il y a problème. OK? Merci. Merci, M. Mathieu. Donc, je peux juste ajouter une chose. Comme vous l'avez bien expliqué, les arbitres, c'est une équipe aussi. Donc, aussi, la manière de communiquer entre les arbitres, elle est très importante pour la réussite de la rencontre. Il y a la communication arbitre-joueur, communication arbitre-entraîneur, il y a aussi communication arbitre-arbitre. Et c'est des choses qui se préparent bien avant, il a bien dit M. Mathieu. D'ailleurs, pré-game d'abord, à quel moment vous devez communiquer et sur quel point vous devez communiquer. Donc, s'il y a des erreurs qui arrivent pour ne pas avoir sifflé un marché ou là vous avez sifflé une faute, etc., il y a les moments clés on doit communiquer entre nous.
Pas à tout moment, à tous les moments, on doit intervenir. Il y a les temps morts, il y a ce qu'on appelle les intervalles, que ce soit de carton bien de mi-temps, mais aussi la manière de communiquer, comme il a bien dit, c'est d'être bref. Et surtout éviter la gestuelle pour que les gens, lorsqu'il y a une décision qui est prise ou là, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine de joindre le geste à la porte, c'est entre vous de communiquer. Et aussi, si on n'a pas l'information, c'est important aussi de la demander à mon collègue, si je n'ai pas la bonne information. Donc, je n'ai pas à avoir une tête dure et je siffle. Donc, j'y ai l'aide de l'entraide d'entre nous et c'est ça la communication aussi, c'est la clé d'une réussite de la rencontre. Donc, juste avant de continuer la question, il y a M. le Président de la Fédération qui est avec nous, M. El-Bahbarifi. C'est un honneur, c'est un privilège d'être parmi nous, M. le Président. Ça nous encourage aussi d'aller de l'avant. Merci de votre présence. Et à vous la parole, M. le Président. Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, oui. Tout d'abord, bonsoir. Je tiens à remercier l'intervention de notre grand arbitre, qui est connu surtout ici en Algérie, en tant qu'expert de l'arbitrage. Et bien sûr, nous encourageons ce genre de communication entre les connaisseurs du basket. Je pense que ce genre d'émission est une manière un peu de combattre le Covid-19, puisqu'on ne peut pas se voir régulièrement, etc. C'est une chance pour nos arbitres et nos jeunes arbitres de connaître toutes les ficelles de l'arbitrage et surtout les nouvelles règles d'arbitrage. Je pense qu'une fois que le Covid sera anéanti, je dirais, nous enverrons bien sûr à notre expert une invitation pour venir en Algérie et nous faire un exposé sur l'arbitrage avec les experts algériens. Je vous remercie pour toute votre intervention. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour votre intervention, Président. Ouais. Donc voilà, vous prenez note, M. Mathurin, dès que le Covid sera anéanti, vous serez la bienvenue chez nous. Oui, je suis algérien même parce que tous mes amis sont algériens, depuis le doyen Boufnik jusqu'à Kamal même, avec... j'ai beaucoup d'amis en Algérie. L'Algérie est un pays extraordinaire, avec des gens formidables, un bon esprit d'accueil. Sofiane, quand j'arrive, je vais même chez lui à la maison, à Boumardès et tout. Donc, voilà. Tant mieux. Donc, d'ici là, Inch'Allah, tout va bien. Donc, merci, Monsieur le Président. Une question de Monsieur Bengoufa. Bengoufa Nabil, activez votre micro. Allez-y pour votre question. Nabil. Oui, bonjour, Kamal. Bonsoir, Nabil. Bonsoir. À cette occasion, je remercie Ahmed Kamal, ainsi que Fatah Raïb et Sofiane, parce que c'est grâce à eux que tous les arbitres se rencontrent pendant leur conférence Zoom. Je tiens à cette occasion aussi à remercier l'arbitre international suisse et M. Mathurin pour votre conférence. Je vous remercie aussi beaucoup. J'ai vraiment apprécié votre conférence Zoom. Je reviens au paragraphe la bonne technique individuelle de l'arbitrage. Et je parle aussi surtout cibler les évidences. Je vous informe et je vous explique aussi, M. Mathurin, que le basketball algérien, être à deux arbitres et cibler, c'est-à-dire cibler les évidences, c'est pas vraiment évident. Et parce que le problème de refus, c'est surtout les changements. Quand on est désigné et avoir des arbitres, des co-arbitres avec nous, ils sont moins expérimentés. Là, vraiment, c'est-à-dire le premier arbitre où il va se retrouver dans des situations un peu bizarroïdes, ce qui fait que tous les exigences, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais des fois, il y a des matchs de haut niveau. Là, si on cite les évidences, c'est bien. Et des fois, il y a des matchs vraiment très serrés. Donc, on est obligé de citer presque toutes les fautes, ce qui fait que la situation va devenir un peu, disons,
simple. Et je tiens aussi à compléter le jeu de M. le Président de la Fédération du basket, M. Koualéfi, pour qu'ils invitent aussi l'arbitre international suisse. Comme ça, on va compléter un petit peu de choc pour entamer une bonne saison et une bonne formation des arts. Voilà, merci beaucoup. Merci Nabil. Oui, Allez-y, M. Mathurin. Oui, tu peux résumer un peu pour moi parce que je n'ai pas bien compris le... C'est-à-dire qu'il vous a dit qu'actuellement, lorsqu'on arbitre 2, c'est difficile de siffler les évidentes. Voilà, c'est-à-dire quelle est la manière, c'est-à-dire de gérer ces situations. Ah, d'accord, ok. Ben, c'est ce que Saber a évoqué tout à l'heure. C'est le clean the game, yes. Clean the game, c'est-à-dire les arbitres doivent tenir compte, c'est ça la psychologie. Aujourd'hui, on aborde l'aspect philosophie d'arbitrage, mais il y a aussi la psychologie de l'arbitrage. Okay? La psychologie de l'arbitrage, là, permet de tenir compte de l'esprit dans lequel se déroule le jeu, et puis d'adapter son arbitrage, toujours conformément au règlement, d'adapter l'arbitrage par rapport à l'esprit de la rencontre. Vous voyez? Donc, les arbitres ne doivent pas sortir du jeu. Ils doivent être dans le jeu avec l'esprit du jeu, l'esprit des acteurs. Ils doivent maîtriser l'esprit des acteurs. Et c'est en fonction de l'esprit, de l'intention avec laquelle les uns et les autres évoluent, qu'ils sont soit qu'ils vont tolérer certaines actions ou qu'ils vont sanctionner. Mais dans le tout, en maintenant l'intégrité du jeu et en faisant tout pour que les deux acteurs, les deux équipes sortent du terrain dans un esprit de fair play avec pas de blessés. Oui, parce qu'un match où il y a des blessés est un match qui n'est pas bon pour l'arbitre. Ce n'est pas bon pour le joueur, ce n'est pas bon pour l'arbitre, ce n'est pas bon pour la fédération parce que ça fait une prise en charge en termes d'assurance et autres. Et ça peut être également la fin de la carrière de l'acteur. Donc, il est bon pour l'arbitre de protéger, de voir venir, d'anticiper sur certaines actions, de comprendre l'esprit dans lequel se déroule le jeu pour sanctionner comme il se doit. Laisser jouer pour favoriser la fluidité, mais en même temps intervenir quand il le faut pour arrêter, pour dire là, stop, stop ici, ici on continue, mais là, stop, et ainsi de suite. Il doit être dans le game management. Game management. Il y a le game control, mais il y a le game management. Comment manager? Comment manager pour arriver à la fin de la rencontre en ayant un match plaisant, mais dans le respect des règles. Voilà, c'est ça le management de la rencontre. La psychologie de la rencontre. Donc, il appartient aux arbitres, qu'ils soient nouveaux, qu'ils soient anciens. Le plus ancien, naturellement, il encadre le plus nouveau, le jeune. Mais ça ne veut pas dire qu'il remet en cause à chaque fois la décision prise par son collègue. Il doit l'aider, il doit le soutenir, hein? Il doit lui apporter son soutien. Mais il lui confie quand même des responsabilités. Mais l'essentiel, c'est que les deux collaborent pour que les décisions utiles soient prises, pour que le match arrive à son terme dans un esprit de fair play. Ça, c'est l'objectif de l'arbitrage. Faire en sorte que le match se termine dans un esprit de fair play. Peu importe celui qui gagne. Mais mon devoir, c'est d'assumer mes responsabilités d'arbitre jusqu'à ce que le match se termine dans un esprit amical. Parce qu'un match de basket, ce n'est pas la guerre. Voilà. Merci. Merci, M. Mathurin. Monsieur Omar Sey. Omar Sey, allez-y, pour votre troisième question. Allez-y.
J'ai une troisième question, c'est Ne concernant... vous gênez pas surtout, on est là pour échanger nos idées, etc., nos connaissances de l'arbitrage. Allez-y, M. Sey. Merci, je l'apprécie. Ma question est la suivante. L'arbitrage à deux, comment gérer les situations de goaltending et intervention illégale en étant arbitre de queue? On nous dit de rester sur le tireur jusqu'à ce que l'action se termine. Parfois, personnellement, j'ai tendance à rester avec le tireur jusqu'à ce qu'il redescende, de voir les points de contact, les bras, le point de chute, etc. et d'oublier le ballon, les situations de goaltending, intervention illégale. Donc, comment faire pour matcher les deux, de voir, d'attendre jusqu'à ce que l'attaquant finisse son action et de revenir pour voir les interventions illégales et les goaltending. Donc, c'est ça ma troisième question. Et je pense que c'est la dernière question. Non, vous ne gênez pas surtout, au contraire. Merci. Merci, M. Marseille, c'est gentil. Et effectivement, c'est une difficulté de l'arbitrage à deux. À deux. Tu as totalement raison, c'est une difficulté de l'arbitrage à deux. Et je pense que c'est l'une des raisons qui ont poussé les législateurs du règlement à faire passer l'arbitrage à trois. Parce qu'on s'est rendu compte que l'arbitrage à deux a des insuffisances, des manquements. Il y a des parties du terrain, il y a des situations qui se déroulent dans certaines zones du terrain et ces situations-là ne sont pas bien gérées. Je vais vous dire par exemple qu'il y a une situation, par exemple, les situations qui se déroulent, les actions qui se déroulent dans la zone 3, OK? Dans le prolongement de la zone 3 en allant vers le prolongement de la ligne de lancer franc. Quand il y a une situation dans cette zone-là, OK? Zone 3, prolongement ligne de lancer franc, situation dans cette zone, à 80, je dirais à 50%, il y a absence de décision. En arbitrage à deux, il y a absence de décision. Parce que l'arbitre de queue se sent trop loin de l'action. L'arbitre de tête aussi se sent trop loin. Personne n'a envie de gérer cette action, surtout s'ils ont l'habitude de siffler à trois. Et cette habitude de siffler à trois fait que l'arbitre de centre qui devait se trouver à cet endroit-là et qui n'est pas là est souvent oublié par les arbitres à deux qui sont en train de siffler à deux et cette action n'est pas couverte. Et ce que tu viens d'évoquer là est un élément important aussi, surtout si tu es positionné de sorte à ne pas avoir le basketball, c'est-à-dire le panier de basket dans ton champ visuel. Voilà. Si tu as une position telle que tu n'es pas à 45 degrés par rapport au panier de basket. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous dit qu'on demande aux arbitres d'être en permanence à 45. Mais être à 45, c'est par rapport à quoi? Les 45 degrés, c'est par rapport au panier. J'ai mes deux épaules là en permanence en direction du panier. OK? Je me positionne de sorte à ce que ma poitrine soit toujours de telle sorte à avoir mon champ visuel qui couvre le boxing possible, un large boxing possible, et en direction du panier, la poitrine. Donc, je ne me positionne pas comme ça en ayant le profil vers le panier. Je ne me positionne pas non plus comme ça en étant parallèle au panier. Donc, le panier là, il est en permanence dans ma poitrine. Et si le panier est dans ma poitrine, naturellement, j'ai un champ visuel qui fait que j'ai en même temps les tireurs dans mon champ visuel et j'ai également la trajectoire du ballon dans mon champ visuel. Et c'est là la difficulté de pouvoir suivre les deux actions en même temps. Et le finish du tir et le finish de la retombée de la balle sur le panier. Voilà. Donc, il faut développer cette situation-là. Avoir le tireur et le panier dans ton champ visuel. Donc, je termine le tir et je termine en même temps, je termine le tir, je termine en même temps le ballon.
C'est ta responsabilité en tant qu'arbitre de queue. Tu dois l'assumer. Parce que l'autre arbitre là-bas, arbitre de tête, il sera mal placé pour voir si le ballon est dans sa phase descendante ou si le ballon est encore dans sa phase ascendante. Toi, en tant qu'arbitre de queue, tu as la bonne vision de la chose. Parce que lui, en tant qu'arbitre de tête, il est plutôt concentré sur la situation de rebond. Sa préoccupation, c'est gérer le rebond. OK? C'est ce qu'il va avoir des poussées, est-ce qu'il va avoir des attrapés? Voilà. Donc, la trajectoire de la balle, bon, il peut voir, mais s'il regarde la trajectoire de la balle, il ne verra pas, il ne va pas gérer le rebond. Voilà. Donc, il va avoir toujours un problème. Donc, c'est de ta responsabilité en tant qu'arbitre de queue de gérer les deux situations en même temps. Il faut t'exercer pour ça. OK? OK. Merci. Merci pour la question, M. Omar. C'est une question comme très importante au niveau de l'arbitrage à deux. C'est ça la faille de l'arbitrage à deux. Mais rien n'empêche, comme l'a bien expliqué M. Mathurin, vous pouvez appliquer la technique individuelle d'arbitrage, c'est-à-dire être stationnaire à une bonne distance avec un open angle, ou 45 degrés face au panier, où tu peux suivre toute l'action, mais c'est un peu difficile. Par contre, c'est ça le charme d'arbitrage à 3. Il y a un arbitre qui prend en charge l'action complète des début jusqu'à la fin. Il y a un arbitre qui va faire le relais. Il va prendre la suite du ballon. Si c'est l'arbitrage à 3, le shoot, et du côté faible, l'arbitre center, donc il se concentre sur le shoot. L'arbitre de queue va se concentrer sur un goal tending ou bien intervention illégale. Ou bien si l'inverse. C'est ça le charme d'arbitrage à 3. Mais rien n'empêche, comme l'a bien expliqué M. Mathurin, appliquant aussi la technique d'arbitrage individuel dans l'arbitrage à deux. C'est être stationnaire à une bonne distance avec un open angle pour voir toute l'intégralité de l'action et le ballon. Mais quand même, comme vous l'avez bien dit, c'est une très, comme vous l'avez bien posé cette question, elle est très importante. C'est l'une des anomalies de l'arbitrage à deux, comme il a expliqué aussi M. Mathurin, dans la zone 3, où les deux arbitres, pratiquement, ils sont loin du ballon. Alors, c'est pour ça, le champ d'arbitrage à deux, chaque fois où il y a arbitrage 3, là où il y a ballon, il y a deux arbitres. Strong side, board side, il y a chaque fois deux arbitres. OK, donc merci M. Omar Saïd pour cette question et aussi pour la bonne réponse. Oui, allez-y, vous avez aussi d'autres... Je voulais dire, maintenant, s'il y a une situation de goaltending ou intervention illégale, est-ce que l'arbitre de tête peut siffler la violation? Si l'arbitre de queue ne le voit pas, est-ce que l'arbitre de tête peut siffler cette violation? Allez-y, M. Mathurin. OK. C'est pourquoi c'est difficile quand même à l'arbitre de tête de pouvoir apprécier cette action. Mais s'il est placé, ça dépend de son positionnement. S'il a un angle assez large, c'est-à-dire que s'il n'est pas trop close down, c'est-à-dire trop proche du prolongement de la ligne du couloir de lancer franc. S'il n'est pas close down et qu'il est un peu en retrait, OK, et qu'il a un angle de vision plus large, il peut éventuellement prendre en charge cette situation-là parce qu'il a un angle de vision qui lui permet de voir le ballon qui descend. Okay. Le plus important, c'est d'être conforme à la réalité. Est-ce que la décision qu'on prend est conforme à la réalité? Si c'est une possibilité, si c'est une action où le ballon est vraiment dans sa phase descendante et puis le défenseur a enlevé et que vous n'accordez pas le panier, mais vous désavantagez l'équipe. Donc, si l'arbitre de tête est suffisamment bien placé, OK, suffisamment en retrait, 45 degrés en retrait, avec une vision parfaite sur le cerceau, OK, sur l'anneau, et voyant le ballon descendre, il peut accorder. Parce qu'il peut également officier, il peut également siffler des contacts en l'air, l'arbitre de tête. Ce n'est pas seulement que les contacts en bas qu'il peut siffler. Il peut siffler des contacts en l'air, en ayant une bonne vision de la situation. Le plus important, c'est d'être conforme à la réalité. Donc, l'arbitre de tête peut le faire, mais il faut qu'il ait un bon angle de vision et que
sa vision soit parfaite sur le ballon et sur l'anneau. Ok, merci, monsieur. C'est ça, c'est-à-dire que s'il a une bonne information qui est goaltending, il peut intervenir. S'il a un doute, il s'abstient. Tout simplement parce que la première responsabilité revient à l'arbitre de que. Mais c'est l'arbitre d'un complément. L'un complète l'autre. OK, mais s'il a la bonne information, comme l'a bien dit M. Mathieu, s'il est bien positionné, il a dans son vision, s'il a la bonne information, il peut intervenir parce que ce n'est pas normal de désavantager une équipe qui a marqué un panier ou bien qui est intervenue sur a enlevé un panier, on ne siffle pas. OK? Merci, M. Omarcé, pour la question. Merci. Je pense qu'il y a M. Badjnak aussi qui a une question. M. Badjnak. Oui. Merci de votre intervention. Allez-y. Salam alaikum. Comme salam. Bonsoir, M. Mathurin. Bonsoir. Je vous remercie de votre intervention et la qualité de votre intervention, en même temps d'avoir choisi ce thème des philosophies qui est très important pour plusieurs disciplines et non pas seulement pour la discipline du basket. Aussi, un arbitre, surtout quand on parle de l'élite, c'est très important de dire qu'un arbitre, s'il n'a pas de philosophie, il ne peut pas être au haut niveau. De même pour un entraîneur, s'il n'a pas de philosophie, il ne peut pas être, au haut niveau. Et pour montrer cette complexité de la chose, je vais vous donner un simple exemple qui est, par exemple, si on se met, les arbitres se mettent dans une classe sous forme d'un arc et on ramène un cube. Vous savez, la forme géométrique d'un cube, elle est en 6 points. Si on fait colorer ce cube par le rouge, jaune, vert, ainsi de suite, et on met les arbitres pour voir ce cube. Est-ce qu'ils auront la même vision pour ce cube? Eh bien, non. Bien sûr. Pour cela, donc ici, on a une multitude de visions. On a différentes perspectives de voir la chose. De même, et cela, c'est un objet. C'est un objet qui est statique. De même, si on donne un exemple, le diamant. Le diamant, vous savez qu'il est constitué de plusieurs, c'est-à-dire plus que 6. En même temps, il nous reflète des lumières. Et pour un compartiment seulement, il peut refléter plusieurs lumières. Donc, vous voyez par cet simple exemple que c'est pour démontrer que le basket n'est pas facile. Il est complexe. Il est complexe et cette complexité fait que les différents entraîneurs, ils ont plusieurs perspectives, ils ont différentes visions des choses. Parce que dans la vision des choses, ils interviennent avec les organes de sens. Et ces organes de sens, on a ceux qui sont forts par l'audition, il y a ceux qui sont forts visuellement, il y a ceux qui sont forts par d'autres organes de sens. Pour cela, c'est difficile d'arriver à une constante de réaction, en même temps arriver à l'uniformité pour le sifflet de l'arbitrage. Et j'espère que M. Mathurin va nous répondre concernant cette complexité de la discipline. Et je vous remercie. OK. OK, merci beaucoup. Merci pour votre intervention. C'est vrai, le basketball est une discipline
ayant une certaine complexité, mais en même temps, il y a quelque chose qui nous réunit tous, c'est le règlement. Et sur le règlement, s'accorder. Pas d'interprétations différentes sur le règlement de jeu. Les interprétations possibles sont officielles dans un document qu'on appelle interprétation officielle du règlement de jeu. Toute interprétation personnelle est non valable. Voilà. Maintenant, le charme du basket est dans la diversité des appréciations, dans la diversité des athlètes, dans la diversité des entraîneurs. C'est dans la diversité qu'on trouve la différence. Et c'est dans la diversité qu'on trouve l'enrichissement. Et c'est ça qui fait le charme. La diversité des visions, ça crée également l'enrichissement. Si on regarde la même chose, si on voit la même chose, on n'évoluera pas. C'est parce qu'on est différent, c'est parce qu'on voit différemment qu'on évolue. Dans une situation, on analyse la situation de la même manière, dans le temps, dans l'espace, il n'y a pas d'évolution. C'est lorsque il y a différentes visions de la situation, différentes visions du jeu, c'est ce qui va entraîner l'évolution, c'est ce qui va entraîner la concurrence. Et c'est cette concurrence qui va engendrer l'évolution. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas d'évolution. Parce qu'on est dans une position stationnaire, statique. Il n'y a pas de concurrence. Donc, au niveau des entraîneurs, c'est cette concurrence qui entraîne l'évolution. Au niveau des arbitres, il n'y a pas une concurrence en tant que telle. Il y a plutôt une meilleure compréhension à avoir. Un travail fondamental, l'arbitre ne se fait pas remarquer. Quand on remarque un arbitre, la plupart du temps, c'est parce qu'il a été mauvais. On se souvient du bon arbitre quand on le voit un jour. Mais le mauvais arbitre, il reste en permanence dans la tête. Celui-là, il m'a tué un jour. Voilà, c'est ce que l'entraîneur se dit. Mais quand on a été bon, on se fait oublier même. À la rigueur même, les acteurs ne savent même pas qui a sifflé le match. Tellement les choses sont allées de soi. Mais l'arbitre qui est mauvais, il se fait remarquer tout de suite. Voilà. Je dis souvent aux arbitres en Côte d'Ivoire ici, je leur dis, le basket normalement doit se jouer sans faute. Le principe est que les deux équipes évoluent sans qu'il n'y ait de faute. Donc l'arbitre ne vient pas à la recherche de fautes. Non, il ne vient pas pour chercher des fautes. Il ne vient pas pour... Voilà, il vient en tant que juge pour que les fautes se révèlent à lui. La faute se révèle à l'arbitre. La faute se déclare à l'arbitre. Ce n'est pas l'arbitre qui vient et puis il est là en train de chercher. Je cherche la faute. Non. Si tu fais ça, tu fais un mauvais arbitrage. Toi, tu lis le jeu et la faute là, tout le monde va voir ça. C'est ce qu'on appelle l'évidence. Et ce que tout le monde a vu là, c'est ce que tu siffles. Mais tu ne vas pas siffler ce que toi seul tu vois et qui n'est pas évident. Voilà. Donc, sur ce point-là, les arbitres doivent pouvoir se rejoindre pour que dans leur diversité, ils puissent s'accorder au moins sur une philosophie d'arbitrage, sur une manière de sentir le jeu pour participer à un spectacle agréable pour le public, agréable pour les médias. Aussi bien les entraîneurs, les arbitres, les joueurs, tous dans leur diversité doivent concourir à la beauté du spectacle. Voilà. Donc, je pense que si c'est compris comme ça, naturellement, chacun joue sa partition et ça devient facile.
Exact, exact. Merci, M. Mathieu. Donc, dernière question, M. C. Omar. Donc, on a commencé par Omar C. On va clôturer avec Omar C. Allez-y, M. Omar C. Ok, je voulais juste un éclaircissement sur le forfait. J'ai remarqué en Mauritanie et au Sénégal, par exemple, quand il y a un forfait, et l'équipe présente, ils font rentrer leurs 5 joueurs et ils marquent un panier. Et l'arbitre siffle la fin du match. Je ne sais pas si cette règle est appliquée en Algérie ou en Côte d'Ivoire et je ne l'ai pas vu dans le règlement. Je ne sais pas qui a inventé cette technique, donc j'aimerais avoir un éclaircissement. Donc, depuis quand on le fait et est-ce nécessaire de le faire? Si l'équipe ne se présente pas, est-ce qu'on peut juste signer la feuille de marque et écrire 20-0, etc. au lieu de dire aux équipes de rentrer, de marquer un panier et de siffler? Donc, c'est ça ma dernière question. OK. Merci beaucoup, Oumar Sy. C'est vrai, c'est une pratique que nous tous on a connue, mais en réalité, le règlement est clair là-dessus. Que dit le règlement? Le règlement dit qu'on observe combien de minutes? On observe un peu moins de 15 minutes. Voilà, on observe 15 minutes. Et si au bout des 15 minutes, l'équipe n'est pas présente sur le terrain avec 5 joueurs prêts à commencer la rencontre ne peut commencer. Et cette équipe-là est déclarée forfait. Est-ce que le règlement continue pour dire qu'ils doivent monter sur le terrain, l'arbitre doit faire l'engagement, une équipe doit marquer? Est-ce qu'il y a ça dans le règlement? Non. Non, je ne l'ai pas vu. Il faut se limiter au règlement. Ce sont les 15 minutes. Okay. Les 15 minutes sont arrivées, l'arbitre constate l'absence d'une équipe. Sur la feuille de match, on remplit correctement la feuille de match de l'équipe présente et l'autre équipe, on met absent. OK? On constate donc le forfait, on remplit correctement et il appartient à l'autre équipe d'aller se justifier auprès des organisateurs. Si c'est un match qui doit être joué, ce n'est pas le problème des arbitres. Eux, ils font le constat de l'absence d'une équipe. Et ils remplissent, ils signent. Voilà. Et ils s'en vont. Voilà. Et leur travail est fini. Les organisateurs vont se charger des décisions après. Voilà. OK? Donc, ce n'est pas nécessaire de lancer le ballon. Hein? À supposer qu'il rate. Oui, c'est ça. Tu rates, et puis le ballon sort. Tu fais comment? Tu remets le ballon. Ah, voilà. Exact. Bon, merci pour vous tous. Donc, juste avant de clôturer, on vient d'apprendre une triste nouvelle. On apprend le décès de M. René Amrouche. M. René Amrouche, M. Mathieu, c'est l'ex-président de fédération, ex-arbitre international. C'est notre formateur aussi. On est ses élèves. Donc, comment dire, donc on apprend juste le décès de M. Amrouche aussi, membre fondateur de la Ligue régionale de basketball. Il est toujours comme étant président d'honneur de la Fédération de basketball. Donc, on lui souhaite que Dieu l'accueille à son vaste paradis. Donc, Monsieur Mathieu, merci encore une fois pour répondre à notre appel et aussi pour cette brillante conférence. Et ce n'est pas la dernière, vous serez encore avec nous, Inch'Allah, dans d'autres conférences sur Zoom. Et comme l'a bien dit M. le Président de la Fédération, vous serez invité, Inch'Allah, chez nous pour un éventuel regroupement des arbitres, un séminaire comme ça de 3-4 jours. Donc, merci à tout le monde, merci à votre présence, merci à nos amis de la Tunisie, du Maroc, de la Mauritanie, du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire, de la France et aussi du Maroc et de la Suisse. Donc, on vous revoit, Inch'Allah, pour la prochaine séance, Inch'Allah, qui va être, Inch'Allah, pour le vendredi prochain. Donc, d'ici là, je vous dis merci et bonne soirée et au revoir tout le monde. Merci encore, M. Mathieu. Merci beaucoup, Kamal. Merci à tous et à très bientôt. OK, merci.